Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, une semaine intense, la dernière vraie semaine de marché de cette année 2021. On peut imaginer que les prochaines semaines, au-delà de cette semaine 50, les 2 dernières semaines de l'année seront des semaines relativement creuses. Et donc beaucoup d'enjeux concentrés tout au long de la semaine, à commencer par des enjeux techniques, puisque nous aurons une échéance trimestrielle ce vendredi sur les marchés. Ce sera la dernière échéance de l'année, des marchés qui sont restés très techniques quand même tout au long de l'année, avec une volatilité qui a remonté d'un cran ces dernières semaines, il faut le noter. Le VIX tourne toujours autour de 20 sur le marché américain, l'indice de volatilité du marché américain. On a des phénomènes de concentration indicielle très forts également en cette fin d'année, mais au final, les marchés restent toujours au sommet, même si la séance du jour n'apporte pas d'éléments nouveaux du point de vue de l'analyse fondamentale. On voit le CAC 40 qui tourne toujours autour des 7000 points. Et puis, en clôture, vendredi dernier, le S&P 500 qui marquait un nouveau record historique. Symboliquement, on reste autour des 4700 points pour le S&P 500 qui perd un peu de terrain en cours de séance à Wall Street. Semaine intense avec une vingtaine de réunions de banques centrales au programme. Alors, on ne pourra pas toutes les détailler, bien sûr, mais on s'attellera à regarder les plus grandes banques centrales qui seront réunies cette semaine, à savoir la Fed, à partir de demain jusqu'à mercredi, et puis jeudi, des réunions qui concerneront la Banque Centrale Européenne et la Banque d'Angleterre. Faut-il avoir peur des banques centrales dans la perspective 2022 ? C'est une question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse qui sera consacré au sujet climatique. Quelle stratégie climat pour 2022 ? Nous en parlerons avec l'un des gérants de Montpensier Finance, Nicolas Kieffer, qui gère notamment le fonds M Climate Solutions et qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les éléments clés du jour sur les marchés en fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. C'est finalement pour un peu de stabilité qu'opte l'indice parisien après un début de séance en légère hausse. Le CAC accueille chaleureusement la perspective de mesures de soutien en Chine. Réunis vendredi à l'occasion de leur conférence annuelle sur l'économie, les responsables du Parti communiste chinois se sont engagés à renforcer les mesures budgétaires, à rendre la politique monétaire plus flexible et d'assurer ainsi la stabilité de l'économie en 2022. L'annonce chinoise dope le secteur des matières premières. Le stock 600 des ressources de base progresse et signe la meilleure performance sectorielle en anticipation d'un renforcement de la demande de métaux. ArcelorMittal bondit dans le sillage de la progression des cours du minerai de fer en Chine. Et puis le fabricant de câbles Nexan grimpe aussi. Et puis l'indice avance toujours au gré des informations liées au variant Omicron et plus précisément quant à un potentiel risque de ralentissement de l'économie. L'attentisme prime donc avant les décisions cette semaine des principales banques centrales mondiales. Wall Street de son côté amorce la séance en repli. Pour rappel, vendredi, le S&P 500 inscrivait un nouveau record en clôture et ce en réaction à un taux d'inflation de 6,8% sur un an en novembre, au plus haut depuis 1982, mais aussi parfaitement raccord aux attentes. Une évolution dont la Fed devrait prendre acte mercredi en retirant de son communiqué le qualificatif transitoire au sujet de l'inflation. Elle devrait aussi accélérer le processus de réduction du montant de ses achats d'actifs. Dès lors, la Fed devrait amorcer un cycle de hausse de ses taux d'intérêt. Cette semaine sera donc celle des banques centrales. Nous l'avons compris, jeudi, ce sera au tour de la BCE et de la Banque d'Angleterre de se réunir. Viendra ensuite le tour de la Banque du Japon vendredi. Au Royaume-Uni, Boris Johnson met en garde contre le risque d'un raz de marée de contamination au nouveau variant et relève le niveau d'alerte dans le pays en renforçant son plan vaccinal. Pour l'heure et dans le monde, aucun décès lié à ce variant n'a été signalé. Selon une étude des autorités scientifiques israéliennes, l'administration de 3 doses de vaccin offre une protection efficace contre Omicron, constat qui renforce les études déjà menées par Pfizer et BioNTech. Demain, la Fed ouvrira le bal des banques centrales et de leurs décisions. Son comité de politique monétaire entamera une réunion de 2 jours. Et puis en France, l'INSEE dévoilera ses prévisions économiques du premier semestre 2022. Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché dans Smart Bourse sur Bismart. Ce soir avec nous, Louis Defels, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Salut. Merci beaucoup d'être là. Merci à Alain Dubrul de nous accompagner également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco et Eric Turgeman avec nous également ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des gestions actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Parlons des banques centrales, puisque ce sera quand même le dernier gros morceau de cette année 2021 avec la série de réunions qui s'annonce dans les prochains jours. Fed, BCE, Banque d'Angleterre, Banque du Japon. Pour les principales, Eric, alors bon, sur les réunions de fin d'année, et puis plus globalement quand même sur le risque banque centrale pour 2022, comment vous qualifiez, comment vous caractérisez le risque en matière de politique monétaire qui peut exister l'an prochain? Autrement dit, est-ce que la protection qu'ont apporté les banques centrales aux investisseurs, au marché jusqu'à présent, est un peu plus fragile désormais que l'inflation est un peu plus présente? Ça dépend de ce qu'elles veulent faire. Il y a 10 ans ou 15 ans, elles devaient, notamment en Europe, se prémunir de l'inflation. Et aux États-Unis, il y avait aussi soutenir la croissance. Aujourd'hui, ce qu'elles veulent faire, c'est au contraire de l'inflation. Parce qu'en fait, les dettes ont atteint de tels montants que si elles remontent les taux, c'est une ruine totale. Voilà. Donc en fait, elles sont sur un chemin de crête qui est très étroit. Elles agissent de concert, parce que si une seule faisait ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire de la monnaie de singe, parce qu'en réalité, elle rajoute, la monnaie s'écroulerait. Voilà. Donc en fait, elles agissent de concert entre elles et de concert avec les gouvernements. Elles ne sont plus indépendantes du tout, les banques centrales. Voilà. Et elles n'ont pas le choix. Parce que si réellement elles laissaient les marchés faire ce qu'ils devraient faire, avec une croissance autour de 4% l'année prochaine, une inflation transitoire allez, à 4, qui n'est plus à 4 ou 5, on doit avoir des taux à 8. Bon, donc là, ça serait la débandade. Donc, en fait, elles essayent de maintenir cette pression sur les taux d'intérêt en souhaitant effectivement que les marchés ne mettent pas leur crédibilité en doute. Mais en tout cas, elles ont intérêt à le faire tout en même temps. Parce que s'il y en a une qui commence effectivement à être esselée, alors là, la monnaie s'écroule. Ce qui se passerait si c'était la banque d'un pays africain ou émergent qui faisait ça, quoi. Donc elles sont un peu coincées. Voilà. Et après, la réalité, c'est qu'elles sont en train de spolier les épargnants obligataires. Voilà, ça, c'est pas forcément les épargnants actions, mais elles spolient les détenteurs de dettes. Ça, c'est la big picture. Ça, c'est la grande vision stratégique que vous avez des politiques monétaires, alors dans le passé récent et puis dans les prochaines années encore. Comment ça va se passer néanmoins en 2022? Parce que vous dites effectivement, elles ne peuvent pas remonter leur taux, elles ne peuvent pas aller très très loin, mais ça va quand même être le sujet de l'an prochain, Eric. Aux États-Unis, la Fed a été très très claire. Donc de toute manière, il ne faut vraiment pas décevoir les marchés, enfin, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc ils se sont engagés dans un tapering, ils vont le faire dans une remontée des taux, 2, 3, ça n'a aucune importance, mais disons 2. Et puis normalement, voilà ce qu'on aura. Alors après, s'il y a un nouveau variant qui reconfine la moitié de la population mondiale, ils arrêteront, enfin ils seront pragmatiques, il n'y aura pas du tout de hausse des taux. Voilà. Mais en absence d'un aggravement de la crise sanitaire, on aura sans doute, donc tapering, c'est fait, ils l'ont annoncé, et une remontée des taux progressive, ce qui ne va pas nous mener bien loin de toute manière. Et oui, mais je vois bien le ton sur lequel vous le dites, Eric. Vous dites 2-3, finalement, ça n'a aucune importance. Enfin, donc ça ne changera rien à la course des marchés actions. Je ne dis pas que les marchés vont continuer de monter ou baisser, j'en sais rien, mais vous dites finalement, leur impact va être très limité. Sauf si tout d'un coup, les banques centrales se rendent compte que l'inflation n'est pas transitoire, mais structurelle. Ouais. Et qu'elle commence à paniquer, parce qu'on ne peut pas... Enfin, si réellement on avait 6% d'inflation par an, que ce n'est pas transitoire, on ne peut pas laisser des taux à zéro. Ou alors, c'est clairement dire... Ils peuvent toujours, ils achètent tout ce qui se présente, il n'y a pas de limite. Mais à un moment donné, vous voyez bien que le système ne peut pas tenir comme ça. Donc, à un moment donné, les banques centrales ont intérêt à montrer qu'elles sont là quand même. Et d'ailleurs, les marchés obligataires jouent le coup d'après, se disent, ils vont remonter les taux, la Fed va remonter les taux, et en remontant les taux, ils vont un peu freiner la croissance. Donc derrière, il n'y a pas de raison que les taux montent plus que ça. Vous voyez, c'est le coup d'après. Le marché obligataire est déjà en train de regarder l'impact de 2-3 hausses de taux de la Fed en 2022 sur 2023, sur 2024 et au-delà. Qui d'ailleurs, 2023-2024, ça ne va pas monter au même rythme que cette année ou même 2022. Le rattrapage, il est fait... Enfin, la hausse de la croissance de cette année, c'est l'effet miroir de l'écroulement de 2020.
Sur le risque banque centrale pour cette semaine et l'année 2022, Alain, où est-ce que vous mettez le sujet dans les risques à surveiller? Et puis, question, est-ce que s'il y a un peu plus d'inflation, ce qu'on constate aujourd'hui, est-ce que ça reste bon pour les actions? Alors, sur les banques centrales, moi je rejoins ce qui a été dit. Je ne pense pas qu'elles pourront vraiment monter les taux de manière massive à long terme. Maintenant, à court terme, c'est vrai qu'on est quand même dans un mode de durcissement. Enfin, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on ne peut pas arroser comme ça éternellement. Moi, je note que la Fed est quand même plus volontariste que la BCE là-dessus. Il y a eu des points où la BCE, il y a une personne qui a dit même qu'il fallait encore faire plus de tapering. Bon, je pense que c'était un data point qui ne sera pas suivi. Mais globalement, on sent que la Fed a été plus volontariste dans les dernières années que la BCE. Et donc, étonnamment, d'ailleurs, ces durcissements ont paradoxalement plus d'impact sur l'échange que sur les taux eux-mêmes. On a vu une assez forte appréciation du dollar. Et si, je pense, la Fed continue d'avoir un discours un peu plus musclé, tandis que la BCE reste prudente, notamment avec le variant Omicron, je m'attendrais peut-être à ce que ce soit surtout bénéfique pour le dollar. Car pour les taux, comme on l'a dit, si la hausse des taux est trop rapide, eh bien, les marchés vont se dire, OK, il y a une quantification de la courbe, ça va monter à court terme, mais à long terme, en revanche, on pense que ça freinera la croissance. Et donc, du coup, on aura une sorte de repentification qui fait que les taux longs ne monteront pas autant que ça. Pour autant, ça ne me choquerait pas que le 10 ans US aille jusqu'à 2%. Voilà, donc ça c'est le contexte. Ça peut aller plus ou moins vite en fonction du variant. Je dirais que là, avec les nouvelles des derniers jours, même s'il n'est pas létal visiblement, il y a quand même beaucoup de contamination, un peu d'incertitude. Je ne m'attends pas à ce que les banques centrales aient un discours trop musclé dans ce contexte. Même si, je comprends, même si ça ne change pas la toile de fond que vous décrivez sur le rôle des politiques monétaires, encore une fois, dans le passé et dans l'avenir, il y a quand même l'idée de quelque chose qui sera un peu moins synchronisé en 2022. Eric disait, voilà, il y a une action massive de concert au moment de l'urgence pandémique. Là, dans ces micro-durcissements, je ne sais pas comment il faut les appeler, ces ajustements quand même de politique monétaire qu'on va observer, qu'on attend, il y aura quand même une désynchronisation. De toute façon, depuis 2011, on note que la Fed a fait un premier cycle du durcissement, et après, elle en a remis une couche au moment du Covid, alors que la BCE, en fait, a stabilisé, mais n'a jamais durci, malheureusement. Enfin, c'est un petit peu comme la politique budgétaire en France, c'est-à-dire la gauche augmente les dépenses, la droite les stabilise, et puis on repart pour un tour. Donc ça ne va pas durer éternellement tout ça. Cela dit, on avait senti quand même dans les dernières semaines une volonté de la BCE d'éventuellement commencer à suivre la Fed. Bon, puis entre-temps, il y a l'arrivée du variant qui fait qu'à mon avis, il ne va rien se passer. Toutefois, en supposant que le variant Omicron ne soit pas très méchant, on va dire, et que rapidement, avec la vaccination, la énième dose, on finisse par y résister, moi, je tape quand même plutôt sur un durcissement des politiques monétaires en 2022, qui se traduirait donc par une hausse des taux courts, mais aussi un petit peu des taux longs, mais pas très élevés. Je ne pense pas que ça sera fatal pour les marchés actions. Si ça se fait dans une proportion raisonnable, et si en parallèle, ça ne casse pas la croissance, que je ne pense pas que ça va la casser, la croissance sera bonne, les résultats des entreprises sont supérieurs au consensus, et donc les conséquences boursières, c'est que les résultats vont bien progresser. Les multiples, eux, seront peut-être un peu freinés par la hausse des taux, mais pas tant que ça. Et donc le marché montera grâce à de bons résultats d'entreprise. En termes de secteur, ça veut plutôt dire qu'il faut plutôt quand même éviter les secteurs sensibles aux taux. D'ailleurs, ceux qui ont le moins bien performé cette année, c'est déjà les services de collectivité, les télécoms, et les banques, en revanche, en ont bien profité. Donc déjà cette année, alors que la hausse des taux a à peine commencé, la sanction boursière est déjà tombée. Et le dollar à surveiller, toujours. Le dollar qui pourrait... malgré déjà une... Mais le mouvement est forcément, en tout cas pour les actions européennes, c'est pas forcément une mauvaise chose. Non, bien sûr. Vos commentaires, Banque centrale, évidemment, c'est quand même le sujet de la semaine. Je ne sais pas s'il y a des éléments particuliers à compléter, Louis. Et puis, encore une fois, si on est quand même dans un petit mouvement de recul des politiques monétaires, est-ce que ça peut avoir un impact sur les marchés actions, l'univers sur lequel vous travaillez ? Pour être un peu en ligne avec ces messieurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques centrales vont clairement être un moindre soutien pour 2022, mais néanmoins, elles vont quand même être là. C'est vrai qu'on dit que la BCE sera quand même, va moins faire le boulot, je veux dire, va faire un espèce de tapering, parce que, vous savez, il y avait le PEPP, le fameux plan de sauvegarde pendant le Covid, qui va s'estomper fin mars, donc on va savoir combien ils vont remettre dans l'APP qui est de 30 milliards par mois. Donc aussi, nous, en Europe, on va avoir une sorte de tapering sans utiliser ce mot. Mais moi, je vois vraiment le professionnalisme de ces deux grandes banques centrales qui ont préparé depuis longtemps le marché. Rappelez-vous, avant l'été, on a commencé par les tapering, on pensait que ça allait faire baisser les marchés au mois d'août.
Pas du tout. Là, ça y est, ça est acté. On va même accélérer certainement le tapering. Au lieu de faire 15 milliards par mois, peut-être 30 milliards. Donc à fin mars, il n'y en aura plus. La BCE, on verra bien ce qui se passe. Mais néanmoins, le bilan des banques centrales va continuer de s'accroître. Et vous savez qu'aujourd'hui, le marché est 100% corrélé aux tailles des bilans des banques centrales. Donc c'est pour ça que nous, on reste positifs sur les marchés. Après, ce que l'on voit, c'est que souvent, ce qui compte, c'est la vélocité de la hausse des taux. Et on voit que clairement, les hausses des taux, rappelez-vous, au mois de novembre, on était monté quasiment à 6, on est retombé à 1,40, là on remonte à 1,50. Alors qu'un peu comme en février, tout le monde voyait les taux à 2%. Et on voit que les taux longs sont complètement capés à la hausse par les banques centrales, alors que c'est les taux courts qui remontent. Donc on voit plutôt une courbe qui s'aplatit plutôt que se c'est ça, c'est ce qu'on décrivait. Donc c'est pourquoi les banques centrales font ça, pour garder ce qu'on appelle les taux réels négatifs le plus longtemps possible. Pour pouvoir financer la dette. Donc, comme vous dites très justement, c'est les obligataires qui en payent le prix, aussi les retraités. Mais néanmoins, tant que vous aurez des taux réels négatifs, c'est extrêmement bon pour le marché action et pour tous les actifs en général. Donc, c'est pour ça que nous... Voilà, le débat de savoir si c'est sain ce que font les banques centrales qui sont un peu auto-alimentées dans leur propre bulle dedans. Mais en tout cas, on ne boude pas leur plaisir. Donc, un peu moindre soutien. Du côté des entreprises, même si on nous parle d'inflation, de coûts des entrants, elles ont énormément de pricing power. On voit que les marges des entreprises du S&P sont plus hauts. Et puis nous, en tout cas, on continue d'être assez au-dessus. Comme on dit très justement, plus de 4% de croissance au niveau des pays ouest européens et américains. Donc avec une croissance du PIB de plus de 4%, vous avez un minimum de levier opérationnel. Donc si on attendait 15% de croissance des bénéfices par action, on redeviendrait à des niveaux de valorisation très acceptables en Europe. On serait quasiment autour de 14-15 fois le PE. Et aux États-Unis, on tomberait à un 20-21. Et quand vous êtes autour de 21 aux États-Unis, vous savez, quand vous faites l'equity risk premium, donc la prime de risque action, donc c'est-à-dire le rendement du PE, donc 1 divisé par le PE moins les taux sans risque, vous êtes autour de 2,75, 3. Et ben dans le passé, aux États-Unis, quand vous avez une prime de risque entre 2,75 et 3, ça vous fait à peu près du 8% de rendement annulé sur les 3 prochaines années. Donc nous, voilà, 8%, c'est peut-être pas autant que l'énorme bull market que l'on a eu post-bear market, qui était aussi le plus violent et aussi le plus rapide derrière. Donc nous, ça nous va très bien. Voilà, si on pouvait signer pour 8% par an sur les 3 prochaines années, Oui. je pense que personne... Mais dans cette phase du cycle, vous dites, oui, on reste pro-risque, on reste pro-action... forcément, pour l'instant, tout ne va pas changer au 31 décembre 2021 ou au 1er janvier 2022. Rien ne va changer. C'est vrai que pour l'instant, les banques centrales gagnent du temps, notamment en Europe, parce qu'il y avait un gros effet de base lié, rappelez-vous, à la TVA qui est en Allemagne, qui va dès début de l'année prochaine tomber. Donc là, l'inflation, je pense, va tomber plus rapidement en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il faudra, je crois, attendre mars, avril pour vraiment l'inflation commence à tomber. Donc c'est vrai que les banques centrales gagnent du temps. On verra si elles augmentent 1 fois, 2 fois, 3 fois les taux. Mais rappelez-vous, en 2017, la Banque centrale avait préparé le marché. Et qui veut dire hausse des taux ne veut pas dire baisse du marché. Non. Il a fallu attendre plusieurs trimestres avant qu'effectivement il y ait un moment où ce soit trop difficile. Il a fallu attendre fin 2018. Et pourquoi au 4e trimestre 2018 le marché a baissé? Parce que pour la première fois, on venait de le nommer, c'est que le bilan de la Banque centrale américaine s'était contracté. Alors qu'en Europe, il était resté plutôt flat. Mais là, pour le moment, on est encore loin. Pour l'instant, on dit juste qu'on va augmenter les taux, mais le bilan des banques centrales américaines va encore augmenter. On verra à quel rythme, mais au moins de 300, peut-être 400 milliards l'année prochaine. Donc ça, c'est encore très positif pour le marché américain. Et on est encore loin, même si les taux remontent. Et je vous rappelle qu'on est dans des cycles de plus en plus courts. Et c'est pour ça que même si le transitoire devient de plus en plus long, il ne faut pas oublier qu'il y a eu énormément d'investissements de capacité qui ont été faits. On va voir ce qui se passe aussi dans les semi-conducteurs. Ça, c'est peut-être plus structurel. Mais il ne faudrait pas non plus que l'été prochain, que toutes les nouvelles capacités soient arrivées, que d'un coup, quand l'offre va en avoir beaucoup plus d'offres que prévu, vous verrez, on va plus du tout parler d'inflation à ce moment-là. Donc c'est pour ça que la Banque centrale le voit bien, gagne du temps. Et c'est même pas certain qu'il y aura peut-être une hausse de taux en début d'année, mais je vous fais un pari que dans un an... Vous dites que le vent peut très vite changer si on s'aperçoit effectivement qu'on se retrouve dans un monde de surcapacité par rapport à la crise pandémique, si on se retrouve avec une inflation, des effets de base qui ramènent l'inflation très vite autour de 2%, vous dites que le discours peut changer très vite aussi dans l'autre sens. Complètement. Moi, je suis prêt à prendre le pari que que dans un an, le taux 10 ans américain soit peut-être plus bas qu'aujourd'hui. Voilà.
Eric, alors oui, stratégie 2022, mais déjà je voulais quand même qu'on redise un petit mot des performances des marchés sur 2021 et peut-être même des actions européennes qu'on regarde d'un peu plus près que les autres. Wall Street aussi, bien sûr, mais justement, on est toujours dans ce jeu un peu relatif. Comment vous qualifiez d'ailleurs la performance des actions européennes en absolu et par rapport aux actions américaines au terme de cette année 2021 ? Alors, il y a plein de questions. Bon, c'est une hausse quasi exceptionnelle. Enfin, on va finir les marchés européens à 25%. Cela dit, elles n'ont jamais monté plus que la hausse des attentes de bénéfices. C'est-à-dire qu'en fait, on attendait X en début d'année. Ah ouais. En fait, là, il y a une révision continue des bénéfices. Et finalement, on ne termine pas en hausse de 25%, on termine plus de 25% en hausse par rapport aux attentes de début janvier. Donc le marché, il a juste suivi ça. Autrement dit, pour parler plus simplement, on avait des PE de 15 en début d'année, le marché a pris 25%, on a toujours des PE de 15, puisque les bénéfices ont été revus à la hausse. Bon, alors 15, c'est combien ? Enfin, c'est cher, c'est pas cher. En absolu, sur une médiane de long terme, c'est plutôt dans le haut du panier, puisque la seule fois où on a été plus haut que ça, c'était en 2000, où là, on payait avec des France 150 Télécom fois et des chiffres E, d'affaires. d'accord. On va mettre ça de côté. 15, c'est plutôt dans le haut. Mais les taux sont à zéro, quasiment. Voilà. Donc, si on ne pense pas que les taux vont remonter, et si effectivement, c'est ce que vous disiez, les taux, peut-être que le 10 ans américain sera en dessous d'aujourd'hui, vous disiez autour de 2%, nous, c'est aussi ce qu'on pense, on l'a autour de 2, mais c'est... Oui, c'est l'épaisseur marge, du trait, voilà. entre 1,50 et 2, Bon. Et en tout cas, les taux courts, ils sont toujours, enfin, en Europe, à zéro. Hein. Enfin, Ouais. bon. Donc, 15 contre 0, enfin, c'est le fameux TINA, there is no alternative. Le faux mot, j'aime pas beaucoup, parce que quand on achète, parce qu'on a peur que ça monte, enfin, de louper la hausse, ça se termine très très mal. Très très mal. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait engendré la bulle Internet des années 2000 et l'écroulement derrière. Mais le TINA, c'est assez rationnel, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de mon argent ? Nous, c'est un on- arbitrage. On voit des Oui. institutionnels, on leur dit attention, le marché action, il pourrait être volatile. D'accord, mais je fais quoi ? Je vais sur le Bund à moins 0,3. Enfin, donc bon, l'effet TINA, il va continuer. Normalement, l'évaluation d'une action, ça se fait par rapport à des bénéfices et par rapport à des taux d'intérêt. Donc pour que ça baisse, il faut soit que les taux montent, mais un peu plus fortement que 0,2, 0,3%, soit qu'il y ait une inflexion dans les bénéfices. 2022, c'est 4% de croissance mondiale. 4% de croissance mondiale, il n'y aura pas d'inflexion des bénéfices. Alors là, on ne peut pas projeter un tableau, mais voilà, je vous le donnerai. Ouais. Il y a une corrélation, mais très très nette, entre la croissance mondiale et la progression des bénéfices. Et en fait, la moyenne, c'est 2,5%. À 2,5% de croissance mondiale, les bénéfices montent d'une année sur l'autre. Quand il y a régression des bénéfices, c'est que la croissance mondiale est inférieure à 2,5. D'accord. Ça fait 30 ans que ça marche. Je comprends. Donc l'année prochaine... Au-dessus de 2,5% de croissance mondiale, c'est expansion bénéficiaire. Voilà. En dessous, c'est possiblement une récession des bénéfices Voilà, des récession entreprises. des bénéfices. D'accord. En Europe, globalement en Europe. Voilà. Ok. Aux États-Unis, c'est clair. plus lié à la croissance américaine. Ouais. Voilà. Mais en Europe, pourquoi ? Enfin, il faudrait voir ça dans les chiffres d'affaires des sociétés. Mais il y a une corrélation très nette. 2022, on parle de 4% de croissance, il n'y aura pas de débat. 2023, en revanche, là, on parle de 2,5% de croissance. On commence à avoir des prévisions, enfin des instituts de conjoncture à 2,5%. Donc ça veut dire qu'en 2023, on pourrait avoir les bénéfices qui stagnent. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, la question va se poser à ce moment-là. Donc, Mais il faut en parler dès aujourd'hui. Parce anticipe. qu'on n'a même pas attaqué 2022. Oui, non, mais attendez, mais il faut en on a parler, toujours ça dépend. Prenez la fin d'année. on cherche toujours le coup d'avance. Ça dépend. Là, on part à 2,5. Enfin, aujourd'hui, c'est ça. Enfin, ce que j'ai vu, c'est 2,5. Bon. Maintenant, si le 2,5 se transforme en 2,3, 2,1, etc., je ça va comprends. commencer à piquer un peu. Quoi. Et ça peut se jouer à un moment en 2022. Ça peut jouer en 2022. Ah, ouais. Mais a priori, les débuts d'année, voilà, s'il n'y a pas de discours faucon des banques centrales, les entreprises, on les voit régulièrement, elles ne sont pas inquiètes. Elles ont des carnets de commandes longs comme le bras. Enfin, les semi-conducteurs, on n'a jamais vu ça. Ouais. Les semis, il faut savoir que quand ils vous donnent 3 mois, c'est qu'ils ont de la visibilité. Là, ils ont 2 ans. C'est 2 ans, ouais. Bon, Ouais. donc, voilà. Et dans ce contexte-là, donc l'Europe reste une zone à privilégier, à surpondérer même peut-être. Parce que l'idée, c'était de regarder aussi en relatif par rapport au marché américain. Vous avez décrit la situation européenne. Je comprends que le marché n'est pas plus cher en fin d'année qu'en début d'année, qu'on a des perspectives bénéficiaires favorables pour l'an prochain.
si on compare ça à la situation américaine, des actions américaines? Alors, le marché américain, dans les indices, c'est les GAFAM. Si on enlève les GAFAM, les autres secteurs, ils sont au même niveau que le marché européen. Parce qu'on dit toujours l'Europe est moins chère, l'Europe est moins chère, l'Europe est moins chère, parce qu'il y a cette valeur. Donc l'Europe fait aussi bien que les États-Unis hors GAFAM. Hors GAFAM, oui. Donc après, la question sur les indices européens, c'est qu'est-ce que vous attendez sur Apple, Google, Amazon, Facebook, etc. Bon, c'est compliqué sur ces valeurs. Hein. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que elles ne sont pas toutes arrangées. Elles ont des particularités différentes. Maintenant, en tout cas, il y a des questions de flux. La capitalisation d'Apple, c'est juste incroyable. Il ne faudra pas qu'ils aient un accident sur l'iPhone 14, 15, 16, 17 ou 18. Mais en tout cas, pour l'instant, quand il y a des flux, ça va sur quelques valeurs. Et d'ailleurs, de toute manière, les méga caps font mieux que les large caps, qui font mieux que les mid caps. Voilà, donc c'est hyper concentré. Bah tiens, regardons effectivement les plus petites capitalisations. Alors, sous les mid-cap, on trouve les small-cap. Après, ensuite aussi les micro-caps. Bon, vos commentaires sur la stratégie un peu 2022. Et puis, vous êtes tous les deux spécialistes, Alain et Louis, de ce segment des petites capitalisations boursières. Qu'est-ce qu'on peut dire, là aussi, au terme de cette année 2021, de cette classe d'actifs, si on l'utilise? Sur 2021, on ne peut pas dire qu'elles aient particulièrement brillé par rapport au large-cap. Alors moi, je vois deux raisons. La première, c'est un effet sectoriel. D'ailleurs, c'est un peu comme pour les États-Unis. Rappelons, aux États-Unis, la technologie, c'est 31% du S&P et même de l'ensemble du marché, là où en Europe, c'est 7%. Donc, c'est des boîtes qui sont, disons, à 30 fois les résultats, alors que les boîtes plus normales sont entre 10 et 20, pour simplifier. Et donc, entre les 15 fois le PE de marché européen et 21 fois du marché américain, la réalité, c'est qu'il y a plus de la moitié, 60% de l'écart, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup plus de boîtes techno et de GAFAM, comme on l'a dit. Le solde, ça reste quand même une petite prime pour le marché US parce que c'est le temple de la démocratie, du libéralisme. Et on voit mal un Mélenchon ou autre arriver. Quoique, le Parti démocrate a un petit peu évolué, mais disons que l'économie de marché semble quand même relativement à l'aise. Ils ont les leurs, on va dire. C'est un petit peu c'est quand même le lieu du monde où, si on est un investisseur, on n'a pas tellement peur d'être spolié dans les 20 prochaines années. Puis ils ont les porte-avions, comme le rappellent toujours les stratégistes. Il y a un effet sécurité. D'ailleurs, quand les choses vont mal... Oui. Une sorte de prime au marché américain, on va dire peut-être 2 points de PE, mais ça c'est assez logique. Ce côté refuge, il existe toujours, il n'y a pas de raison qu'il disparaisse. C'est la visibilité à très long terme, c'est les pays de la libre entreprise, etc. Donc c'est tout à fait justifié, ça ne me choque pas. Maintenant, pour revenir au small cap ou au small mid cap, en fait, si on regarde ce qui a bien marché en 2021 dans les marchés en général et en Europe en particulier, c'est les secteurs énergie, où il y a eu un rebond assez fort, les secteurs banques, qui ont bénéficié un peu de ce changement de perspective sur les taux, et puis de la reprise économique, évidemment, et puis un certain nombre et le luxe aussi. Et là, c'est plutôt des secteurs de large cap. Ouais. Pour le reste, les small cap n'ont pas vraiment démérité secteur par secteur, mais il y a une deuxième composante aussi qui alimente en général les petites et moyennes valeurs, c'est les flux. Et là, on est dans un contexte où finalement, ça fait 2 ans que les grandes valeurs se portent bien, en particulier le CAC 40, vu de la France, parce qu'il a un mix quand même 25% de valeurs de luxe, si on inclut L'Oréal, ou même si on inclut Essilor quelque part, c'est même 30-35% du CAC qui est qui est vraiment solide, quoi, avec des boîtes de croissance régulière, ça. Et donc, l'investisseur aujourd'hui ne sent moins... D'habitude, les small caps, c'était perçu comme un truc un peu plus risqué, mais qui va apporter un surcroît de performance. Ben oui. Compte tenu de ces avec la croissance qu'on a, je suis un peu étonné quand même que ce soit pas une classe d'actifs qui ait trouvé plus d'intérêt disons qu'il y a eu des éléments sectoriels qui ont un petit peu... Ça, d'accord. Et puis le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas eu les flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne ressentent pas le besoin de prendre un peu plus... Normalement, les small mid rapportent plus, mais pour un risque de liquidité, de volatilité qui est un peu supérieur, on va dire. Et ce risque, aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à le prendre parce que les large caps font autant. Dans un marché inondé de liquidités, avec une reprise cyclique comme on n'a jamais vu dans l'histoire... Oui, mais tout le monde achète du Apple et du LVMH et du Hermès. Non, mais j'essaye de comprendre... Tant que les grosses délivrent, on ne constate pas, en tout cas aujourd'hui, les flux. Il n'y a pas de décollecte, bien entendu, mais il n'y a pas de flux réel comme on a pu y avoir il y a 5-7 ans, quand les small caps faisaient tellement mieux que tout le monde allait dessus pour justement avoir... Pour autant, quand on regarde nos sociétés, du coup, ça veut dire qu'elles ne sont pas... Pour les small caps, historiquement, elles avaient tendance à être un peu plus chères que les moyennes et les larges, mais en contrepartie... En tout cas, moi, dans celles que j'avais dans mes portefeuilles, c'était des attentes de résultats plutôt à 15-20%, là où le marché était à 5-10. Ça reste vrai aujourd'hui. La plupart ont des multiples qui sont plutôt des multiples de marché aujourd'hui, mais toujours avec une croissance bénéficiaire largement supérieure, ce qui veut dire qu'avec le temps, le multiple descend plus vite. Donc normalement, avec le temps, elles deviennent moins chères que les autres. Donc maintenant, on attend les flux, et puis il faudra peut-être aussi que les stars de l'année 2021 commencent un petit peu à se calmer.
Je pense sur le luxe, on aura toujours des bons résultats, mais les multiples vont peut-être arrêter de s'enfler. Et donc, je reste tout à fait confiant sur cette classe d'actifs sur les 2-3 prochaines années. Deuxième point, c'est que ça reste quand même des entreprises qui ont un bon levier sur la croissance économique, en particulier en Europe, et il s'exprimera très vraisemblablement l'année prochaine dessus. Donc, je suis assez à l'aise pour que l'année prochaine, elle fasse au moins aussi bien, et normalement mieux. Ça a été une bonne année pour les small caps. Je ne veux pas dire que c'était une mauvaise année, mais il y a toujours ce côté un peu moindre appétit par rapport au reste du marché, Louis. Pourquoi? C'est qu'Alain l'a bien dit. Premièrement, donc les flux. C'est vrai on voit même la décollecte. Il y a eu beaucoup de collectes au premier trimestre. Pourquoi? Parce qu'au premier trimestre, c'était une vraie reprise cyclique. Ouais, trade reflationniste. Trade reflationniste, rappelez-vous, qui a duré jusqu'en mars-avril. Oui. Au moment où il y avait une accélération sur les PMI. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis le mois d'avril, les PMI ont atteint plutôt un point haut et on fait plutôt que de baisser. Et c'est plutôt les liquidités banques centrales qui ont entretenu les marchés. Si vous regardez tous les secteurs cycliques, donc très small cap, donc que ce soit en France ou même aux États-Unis avec le Russell 2000, depuis avril, tous les indicateurs, et même dans les large caps, si vous regardez les indices cycliques des large caps, ont sous-performé depuis avril. Donc comme ces secteurs ont sous-performé depuis avril, les small caps mécaniquement ont sous-performé et les large caps qui elles sont gonflées par les technologies, le luxe et certains secteurs dont on vient de parler. Donc ça, couplé par des volumes qui sortent, certainement, donc il y a eu beaucoup de flux rentrants au T1 parce que les gens jouaient ce trade reflationniste, qu'on ne joue plus du tout maintenant. Et c'est vrai que il y a même eu des flux sortants depuis septembre. Si on regarde tous les jeudis, on a des flux qui sont arrivés. Il y a des 40, 50, 100 millions par semaine qui sortent, alors que les niveaux de variation sont assez faibles. Mais néanmoins, je ne vais pas me dire une balle dans le pied en disant que les small caps ne sont pas un bon indicateur, mais clairement aujourd'hui, elles sont redevenues pas chères, que ce soit le Russell 2000 ou en France, par rapport au large cap. Sur les 4 dernières années, le CAC Mid & Small sous-performe 3 années sur 4. Ce qui n'est jamais arrivé. Ce qui n'est jamais arrivé. Donc clairement, au moins, ça vous laisse un vivier. Un réservoir. Encore. Mais néanmoins, le stock picking va devoir quand même être bon. Parce que quand on est tout à l'heure, on parlait des banques centrales, je ne crois pas trop non plus au rebond trop fort cyclique pour les prochaines. Parce que la pontification de la courbe, elle ne se repentifie pas, elle s'aplatit plutôt. Puisque vous nous décrivez, parce qu'on a parlé du marché obligataire qui a du mal à voir effectivement le super cycle de croissance, etc. Mais sur le marché action, depuis 6 mois, depuis mars-avril, vous dites finalement, on est plutôt allé se réfugier sur la visibilité, la qualité, la croissance qu'on connaît. Donc il manque quand même une brique dans l'appétit ultime pour le risque de ce point de vue-là. Voilà, peut-être parce qu'il y a tous les problèmes d'approvisionnement, des conducteurs qui impactent le secteur automobile, qui est une grosse partie souvent des poids dans les indices small cap. Donc il n'y a pas tout ça. Donc c'est pour ça que les small cap, vous pouvez avoir une énorme divergence de performance d'un fonds à l'autre par rapport à l'indice. Et donc c'est vrai qu'en étant très qualité, parce que dans les small caps, ça vous offre un large choix de valeurs. Donc c'est vrai que quand vous allez du Interparfum, qui est un peu la valeur de luxe que tous les gens aiment dans les small caps, qui est hors de prix, vous faites des super performances. Vous avez des valeurs de technologie qui sont canons, comme Esker, Saitrel, etc. Ça vous fait des très bonnes performances. Esker, 120 fois les résultats quand même. 120 fois les résultats. C'est inespéré. Donc, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses à faire. Donc après, c'est ça ou pas, voilà. Mais clairement, moi, j'achèterais pas juste la classe small cap. Je comprends. Il n'y a pas de tracker dessus. Et je continue d'être très sélectif dessus tant que la courbe est plutôt en train de s'aplatir. Donc plutôt toujours aller sur du qualitatif avec visibilité, même si ça se paye un peu cher. C'est 2 fois plus cher qu'Hermès, Esker. C'est pas pareil. Je vois Eric Turgeman qui secoue la tête. Non, mais alors sur les small caps, est-ce que ça nous dit quelque chose, le fait que ce segment de marché ait été à nouveau un peu délaissé? Alors il a monté mécaniquement, effectivement, mais on voit bien, les flux sont pas tout à fait là. C'est quoi? Ça traduit un manque d'appétit fondamental de la part des investisseurs? Il faudrait savoir qui sont les investisseurs, en fait. Et déjà, il y a une chose qui est sûre, on parlait des valeurs qui ont explosé, et puis la value qui est toujours quand même un peu au tapis. De toute façon, des gérants value, il n'y en a quasiment plus. Dans les grandes maisons, ils ont été lessivés. Ça fait 5 années, donc il y en a dans des boutiques, mais dans les grandes maisons, il n'y a plus que gérants value. Donc les flux, la gestion, elle est globalement devenue momentum. Intrinsèquement, le gérant est growth, momentum. Oui, parce que les autres... la value a disparu. Ils ne sont plus là. Donc c'est momentum. Donc ce qui vient de monter continue à monter. Donc quand il y a des flux, ils viennent sur les mêmes valeurs et encore sur les mêmes valeurs. Et à partir du moment où on ne veut plus mettre de prix 62 fois Hermès, d'accord, ok. Alors pourquoi pas 72 ?
Je veux dire, Hermès, c'est pas très nouveau. Ils étaient déjà à 40. Voilà, Ça a bah, toujours été la valeur la plus chère, je suis d'accord, mais elle est donc, ça veut toujours dire- plus chère. Ça veut dire que c'est inévaluable. Ouais. À un moment, on dit 62. Bon, bah, C'est au-dessus de mes seuils. Ah, c'est la pièce unique. Ouais, bah alors, il y en a d'autres, leur seuil c'était 50, 55, 60. Il y en a peut-être qui disent, moi, à 65 fois, j'arrête. Et puis, alors, on va faire l'émission dans 8 mois, on va dire, il a 73 fois les bénéfices. C'est compliqué. Ça dépend ce qu'on peut avoir aussi à côté. Hein. Voilà, donc, mais tout ça, la réalité, c'est que parce que les taux sont à zéro. Hein. On en revient toujours à la même chose. Donc, on va sur ce qui a marché. Et de toute manière, ce qui est sûr, c'est que le prix d'Hermès, je ne sais pas, je suis incapable de savoir combien ça vaut. En revanche, on est quasiment certain que les bénéfices dans 2 ans seront supérieurs à ceux de l'année prochaine et dans 3 ans supérieurs. Donc, on paye la croissance parce que de toute manière, il y a de l'argent qui va. Sur Hermès, vous n'aimiez pas le terme FOMO tout à l'heure, mais sur quelques dossiers comme ça, il y a peut-être un peu l'idée de peur de rater la suite de la hausse, quoi. Comme sur les cryptos. Hein. Comme sur les cryptos. Bah ouais. Ouais. Et alors, entre Hermès et Renault, enfin, je sais pas, je prends les deux écarts au sein du CAC, qu'est-ce qui va déterminer votre stratégie d'investissement action désormais? Je crois qu'il faut un peu les deux. Enfin, pas spécialement. Non, oui, c'est Renault, deux exemples que je cite, moi. Un peu les deux, parce qu'effectivement, la croissance, elle est chez Hermès, elle n'est pas chez Renault. Hein. Enfin, elle est peut-être chez Tesla, bien qu'alors là, la Valo, là, j'abandonne. Mais en tout cas, on voit bien que l'avenir, c'est sans doute plus Hermès que Renault. Après, tout a un prix. Et globalement, si vous mettez tout sur effectivement l'automobile, l'acier, voire les banques, alors là, c'est un peu moins vrai, parce que grâce à la remontée des taux, elles vont quand même mieux. Mais vous faisiez ça il y a 5 ans, vous n'étiez plus là pour parler avec les journalistes. Ouais. Enfin, c'était voilà. Donc à un moment donné, il faut faire un mix. Maintenant, celui qui met tout sur les GAFAM. Écoutez, moi j'étais là il y a 22 ans. Celui qui mettait tout sur les technos, il y a des fonds qui ont été lancés en février 2000 uniquement sur les tech. À la fin de l'année, ils avaient perdu 90%. Je ne sais pas si vous avez vu, Eric, parce que c'était donc aujourd'hui, là, le Time Magazine nous a livré la personnalité de l'année, qui est donc Elon Musk, fondateur de Tesla. Et donc, on voit apparaître le parallèle avec l'ambiance pré-2000. La personnalité de l'année de Time en 1999, c'était Jeff Bezos. Voilà. Et puis, on a eu ensuite 2 années très compliquées pour les marchés, pour la tech en particulier. Mais donc, alors, pour le coup, Amazon, c'est pas forcément la valeur. Aujourd'hui, non. Oui, et il y a de la croissance, et là, on comprend bien. Voilà, enfin, c'est un... Le besoin de croissance est déterminé. Oui, mais ce que je dirais, on parlait de Renault tout à l'heure, ou de la value en général. En fait, ce qui est un petit peu délicat aujourd'hui, c'est que la décennie n'aura pas forcément une très grande croissance parce que démographie vieillissante, problème d'apprentissage, etc. Et puis, les choses changent très vite. Donc, c'est pas évident de former toute la population à être capable d'utiliser de nouveaux outils. Enfin, c'est plus facile en tant que consommateur, en tant que qui a passé son temps devant les écrans, qu'en tant que programmeur ou data scientist, etc. Mais ce qui se passe, du coup, c'est que comme la croissance va rester, disons, à 2% idéalement en Europe et encore, enfin, si au-delà de l'année prochaine, d'accord, au-delà de la... si on prend la décennie, on est sur des croissances quand même qui ne sont pas terribles. Mais pour autant, il y a des grandes disruptions, beaucoup plus qu'il y a 5 ou 10 ans, qui se traduisent par l'effet de la transition énergétique, l'effet de la montée de la digitalisation dans les secteurs, ce qui fait qu'on a des secteurs en effet en très forte croissance, qui eux attirent des multiples. Bon, on peut discuter de l'ampleur des multiples, mais en fait cette croissance elle se fait au détriment d'autres secteurs qui sont en train de mourir. Si vous prenez l'exemple de Renault, autant je pense que Volkswagen ou BMW, ça va. Renault, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils seront encore là dans 5 ans ? Objectivement, ils ont loupé l'électrique, ils sont en retard sur tout. Moi, je ne mettrais pas un copec. Donc, quand on se pose, oui, j'allais dire, mais quand moi, on je se pose mettrais pas un copec sur Renault. Rien que le fait de se poser cette question, ça veut dire qu'effectivement, c'est pas un cas d'investissement. Tesla est trop cher, mais disons que dans l'idée, si vous voulez, c'est que la croissance, les gens disent c'est trop cher, mais en fait, la croissance, elle est disruptive et elle est en train de changer. Et puis, ce qu'on appelle value, en fait, malheureusement, quand on regarde bien qu'est-ce qu'il y a dans la value, il y a maintenant plus de la moitié de la value qui sont des secteurs condamnés, en fait. Donc, c'est pas la peine d'aller s'embêter sur des trucs qui sont condamnés à mourir. Enfin, moi, j'étais analyste retail jusqu'en 2007 chez UBS. Et déjà à l'époque, je commençais à me faire à m'ennuyer puissamment sur le secteur parce que je trouvais que c'était très 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 mal parti. C'était vrai en 2007, 14 ans après, Carrefour a beau avoir un PDG très talentueux, il rame, mais ça, il cherche à consolider. Non, mais c'est toujours aussi mal parti, quoi. Malheureusement, quand on rame contre le courant. Il y a des secteurs que c'est très bon pour les consultants parce qu'ils font des miracles. Tiens, je fais appel à vos souvenirs d'analyse retail. C'est consolidable le marché de la grande distrie en France Est-ce que c'est le sujet du moment? Si Carrefour et Auchan cherchent à nouveau à se marier, c'est que ça va vraiment très 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 mal.
c'est pas les mêmes cultures, ce sera difficile. S'il faut, il faut. Ce serait forcément défensif, je suis d'accord, mais ça peut avoir de l'intérêt, ça... Pour survivre, oui, mais en tant qu'actionnaire, non. Enfin, en tant qu'actionnaire, que je ne sais Ça ne changerait pas le gain d'investissement. Carrefour plus Auchan, ça ne donnerait pas plus envie que... Ils gagneront quelques années. Ils luttent pour la survie, mais moi, ça me paraît compliqué. En fait. Voilà. Ouais. Donc, tout ça pour dire que la value, globalement, aujourd'hui, quand on regarde bien, il y a beaucoup de value qui sont plus que des trappes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des boîtes qui étaient pépères et pas chères, mais elles sont pas chères, mais de moins en moins pépères. Enfin, Atos, par exemple, on en parle régulièrement, mais Atos, ça avait l'air chiant, mais safe. Enfin, safe, disons, petit, de 0,1% de croissance organique, là où les autres étaient à 5, mais au moins, c'était très stable, bonne marge, machin. Petit multiple, déjà. Ça s'est jamais payé très cher, mais là, on voit que le vaisseau amiral, il est en train de prendre l'eau, et plus ça avance, plus il prend l'eau. Donc, est-ce que 36, est-ce que c'est pas cher? Je sais pas. On verra effectivement, sortie du CAC, effectivement, ce que dit Alain, cette année 2021. Louis. Alain est très juste, c'est vrai que tout le monde nous compare toujours, est-ce qu'on est value ou est-ce qu'on est croissance? C'est vrai que c'est un peu insupportable, comme tu dis très justement. Dans la value aujourd'hui, 90% des business sont value trap. Maintenant, c'est vraiment des business d'un ancien temps qui n'existent plus. Et c'est vrai que souvent les gens disent il faut un équilibre entre la value et la croissance. Je ne sais pas, Louis, l'énergie qui est un emblème justement quand même des secteurs value, on n'a jamais autant parlé de l'énergie, du besoin d'énergie, de la transformation énergétique. Et effectivement, on peut choisir des pure players qui sont déjà parfaitement bien alignés en termes de solutions, etc. Mais il y a quand même... Moi, je ferais un peu... On n'a peut-être pas fini de parler de l'énergie traditionnelle non plus. Je suis d'accord, mais après nous, c'est pour ça qu'il y a eu un essor colossal. Or, chez Gay-Lussac Gestion, c'est pas du tout notre gestion, mais il y a eu l'essor des gestions thématiques. Oui. Voilà, nous, on n'a pas de gestion thématique au sein de notre entreprise, mais néanmoins, on essaye d'être thématique porteuse, qu'il suffit d'ouvrir les journaux, voir ce qui se passe et comprendre. Aujourd'hui, on sait que tout ce qui est digitalisation marche très bien. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les sociétés à 50 fois le PE, mais vous avez toutes les mini Capgemini, les OBL, les Neuro, Nesworld qui génèrent énormément de cash, qui sont encore très abordables. Il y a eu encore, c'est pour ça que Devoteam a été OP notamment par la famille et un fonds encore récemment. Donc c'est vraiment qu'il y a de la valeur encore cachée dedans. Donc ça, c'est une thématique qu'on aime beaucoup. Tout ce qui est santé animale, aujourd'hui, vous savez que voilà, on en a déjà parlé, que les adultes dépensent plus d'argent pour leurs animaux de compagnie que pour leurs enfants, donc des Vetoquinol, des Zoetis, des Virbac, ça c'est des prix encore corrects. Vous avez toute la premiumisation, c'est que le luxe est intouchable, mais vous avez tout le luxe dans l'alcool, avec Pernod Ricard, Diageo, c'est pas ce que j'appelle les trucs hyper croissants, c'est ce qu'on appelle plutôt du GARP. Voilà, vous avez des choses comme ça dans la logistique aussi, avec tout ce qui se passe dans la logistique, des sociétés comme Steph, ID Logistique, voilà, etc., etc. Il y a des choses à faire. Donc c'est pour ça que à chaque fois on est en train de parler des technos ou ça, et je trouve que voilà, essayons d'être stock picking, essayons de passer dans des thématiques à travers. Et ça se passera très bien. Non, mais sortons de la dichotomie un peu binaire qu'on donne au marché. C'est une question de mix. Tu vois, moi, j'ai rencontré Henkel il y a 2-3 ans. Henkel, des beaux produits, de détergents, etc. Mais des performances très décevantes depuis pas mal d'années. Je leur ai dit, alors la Chine. Parce qu'on voit les L'Oréal qui sont à plus 30, plus 40. Mais en fait, le problème d'Henkel en Chine, c'est qu'ils ont des produits non différenciés. Où les éléments de coût, ça joue, il n'y a pas de pricing power. Et donc, le marché chinois, pour eux, non, en fait, c'est pas ça. Et en fait, je me suis dit, Henkel, j'ai tracé un trait et pour l'instant, ça ne change pas. Alors que c'est pas si différent que même des boîtes comme Reckitt, ou même si on va au-delà de... L'Oréal, c'est un peu au-dessus, mais... Oui, parce que la base, si vous comparez Henkel... Non, mais Henkel, c'est quand même... Nestlé, par exemple, ils sont sur des catégories en croissance. Puis ils récupèrent un chèque. Justement, ils sont sur le pet food, ils sont sur le café, ils sont premium, etc. L'inflation aujourd'hui qui fait du mal à... Mais ça veut dire que la vision... Oui, je comprends. La vision stratégique du power, ils ont de la croissance, qu'il y a pu avoir ou pas avoir dans les groupes ces dernières années, elle se traduit aujourd'hui par... Et puis ils sont sur des marchés en croissance aussi. Quand on est sur un marché en croissance, ça aide. Pour conclure, Eric, vous avez le mot de la conclusion, je sais pas. Sur la stratégie 2022, une fois qu'on a dit tout ça. Non, mais encore une fois, sur 2022, on pense qu'on sera plus haut à la fin de l'année 2022 qu'aujourd'hui. Ça passera par des phases de volatilité. Alors après le Covid, je suis incapable de savoir ce qui va se passer. Enfin, si tout d'un coup ça se compliquait, il y aura un gros trou. Mais globalement, on sera plus haut, mais on sera plus haut à peu près du montant de la progression des bénéfices. Donc on est entre 5 et 10 à peu près. Marché dit 5-10, mais ça pourrait être plus. Ça va être une année normale, quoi. Enfin, il n'y aura pas de coup d'éclat. Mais de toute façon, il y aura quelque chose qu'on n'a pas prévu. Bah ça, c'est sûr. Mais voilà, globalement, on a envie de dire on sera plus haut. Mais alors le 25% de cette année, on n'y croit pas du tout. Après, tant mieux si on le fait, mais voilà, on croit plutôt à une hausse en progression parce qu'effectivement, les taux seront un peu plus élevés normalement. Et les PE, du coup, il n'y a pas de raison qu'ils augmentent
Voilà, a priori, quoi. Ah ouais. Ça devrait être la progression des bénéfices. Voilà. Sachant que les dividendes, justement, les dividendes d'actions, ils sont égaux à ceux du high yield, ce qui est quand même un support pour les actions. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première journée de la semaine avec les réunions de Banque centrale qui arrivent. Voilà, ce sera le sujet des prochains jours et ce sera déjà un point de lancement pour l'année 2022. Nos 3 invités qui étaient avec nous en plateau ce soir, je vous le rappelle, Eric Turgeman, directeur de gestion actions et convertibles d'Ophi Asset Management, Alain Dubreuil, directeur de la gestion de Claresco et Louis de Fels, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du climat. Un grand thème de marché, évidemment, aujourd'hui. Quelle stratégie climat pour 2022 ? Nous en parlons avec Nicolas Kieffer, qui est gérant chez Montpensier Finance. Bonsoir, ravi de vous retrouver, Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Vous gérez notamment donc, le fonds climat de Montpensier, M Climate Solutions, qui a alors fêté ses 2 ans au terme de cette année 2021. Un petit bilan de ces 2 premières années en tant que gérant de ce fonds. Nicolas, qui a doublé sur les 2 ans en termes de valorisation. La part a doublé, plus 100%. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 années qui n'ont pas été forcément 2 années homogènes, identiques? C'est sûr, c'est le cas de le dire. Donc exactement 100% sur 2 ans, 2 années assez différentes l'une de l'autre. Une première année 2020 assez incroyable, avec des performances assez folles sur toute la thématique. On a fait plus 72% cette année. Et une année 2021 un peu plus mitigée, avec les rotations sectorielles qu'on a connues, les différents facteurs, la convergence de différents facteurs, comme les taux d'inflation, les taux d'intérêt, et donc la rotation vers des valeurs qui étaient des secteurs qui étaient un peu plus délaissés ces dernières années, qui ne faisait pas partie de la thématique. Et où on en est aujourd'hui, on voit que le marché a arrêté de réviser à la hausse sur ces types de valeurs, les valeurs cycliques value, et on voit une réelle traction politique et réglementaire sur la thématique. On voit qu'aujourd'hui, le climat, c'est la thématique du siècle. On le voit partout, on le voit avec le Green Deal en Europe, on le voit avec le plan infrastructure aux US, on le voit avec la Chine qui va se donner les moyens d'arriver à sa neutralité carbone d'ici 2060. Donc vraiment quelque chose de tangible, on le voit, c'est assez marquant. Et sur ces 2 ans, là, en tant que gérant, justement, qu'est-ce que vous retenez ? Parce que c'est vrai que si tout s'accélère, si tout va plus vite, quels sont les enseignements de ces 2 années que vous tirez en termes de gestion, sachant que le trend, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contradiction sur l'idée que le climat, c'est le méga trend peut-être du siècle. Du point de vue d'un gérant thématique et surtout thématique transition climatique, on l'a vu avec le dernier rapport du GIEC et plus récemment la COP26, on voit qu'il est nécessaire vraiment de prendre la thématique et la problématique du réchauffement climatique dans son ensemble, dans sa globalité. C'est pour ça que ce n'est pas seulement le réchauffement via les émissions de CO2, il y a également les émissions de méthane, il y a l'eau, les déchets, la raréfaction des matières premières. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre dans son ensemble. C'est pour ça qu'on a identifié 3 grands vecteurs structurels justement dans lesquels il faut investir, où il y a vraiment une forte croissance, de forts potentiels. Donc le premier, c'est le plus évident, évidemment, c'est l'énergie responsable, donc l'ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables. Donc là, on a des acteurs, donc c'est pas une recommandation, mais par exemple, on a une société néerlandaise qui s'appelle Alfen, qui est leader historique sur les smart grids, ce qu'on appelle les réseaux intelligents, les réseaux électriques intelligents. Ils sont également sur le stockage de l'énergie. Donc c'est une société qui va évidemment bénéficier de l'essor des énergies renouvelables en proposant des solutions qui sont très innovantes. Parce que ça permet de gérer cette fameuse intermittence de production dans les renouvelables, qui est le principal problème des renouvelables. Justement, ils sont à quel stade dans leur cycle de développement ? Enfin, j'imagine que c'est plus une concept stock, mais est-ce qu'ils sont déjà présents sur des marchés ? C'est une société qui est leader déjà sur le marché hollandais et qui est en train de s'ouvrir sur les marchés limitrophes. Donc c'est déjà une société qui est profitable et qui a des produits déjà bien établis. C'est une société qui a pratiquement 100 ans d'existence.
Deuxième grand vecteur, c'est la préservation du capital terrestre. Donc là, on va s'intéresser à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'eau et des déchets. On va vraiment se concentrer sur les solutions très innovantes. On a une société, par exemple, qui s'appelle Tomra. Je crois que c'est pas la première fois que j'en parle sur le plateau, mais que j'aime beaucoup. Une société norvégienne qui est le leader des solutions de consigne. Donc, vous savez, c'est ces machines qu'on voit dans les supermarchés, dans le métro, etc., où on met sa canette de soda, ça analyse, etc., quel type de canette, et ça vous rend quelques centimes d'euros ou un coupon, etc., pour aller faire ses courses. En l'occurrence, on ne les voit pas, ces machines. Enfin, en France, en tout cas. Alors, c'est vrai que c'est dans la mentalité, c'est très nordique, ça marche énormément dans les pays scandinaves. C'est en train de changer, notamment avec la réglementation. On est quand même Voilà, c'est vraiment le principal driver de cette société, c'est la réglementation qui est grandissante sur justement le recyclage des canettes, des déchets, etc. Et donc voilà, c'est une société qui a 70% de part de marché sur un marché qui devrait faire x7. Oui, c'est ça. Dans leur vision stratégique chez Tomra, ils ont l'idée que même dans les pays où il n'y a pas cette culture de la consigne, et on peut dire qu'en France on l'a eu à une époque, il y a très longtemps, mais je veux dire, la réglementation va de toute façon imposer ce genre de solution au-delà de l'aspect culturel. Comme beaucoup d'autres secteurs, les gens vont être contraints de le faire de façon réglementaire, les marques, les consommateurs. Donc du coup, forcément, on va devoir s'y mettre tous. Il y aura des machines Tomra partout dans le monde, c'est évident. Et puis alors, il y a une poche transport aussi, parce que le transport est une partie importante de l'équation climatique. Exactement. On voit sur les investissements nécessaires à arriver au pledge à neutralité carbone, c'est la moitié des investissements, le transport efficient. Et donc là, dans le troisième vecteur, on vient capter toutes les solutions de transport alternatif, donc l'électrique, l'hybride par exemple, et également l'hydrogène. Et pour en parler, pour illustrer, une société qui s'appelle ChargePoint, qui est le leader américain des solutions de recharge pour les véhicules électriques. Alors ce qui est intéressant, c'est une société qui propose une solution totalement intégrée, de la borne qui ne produisent pas, mais ils installent la borne, du software jusqu'au service, à la maintenance. Et donc, ils se concentrent sur ces deux derniers métiers du software et du service, donc des métiers à forte valeur ajoutée, très peu d'investissements nécessaires, avec des revenus récurrents sur une thématique, un marché qui a très fort potentiel, on le sait tous. Justement, là, ce thème du véhicule électrique, des recharges, on en est où? On entre dans quelle phase de développement? Enfin, la question du maillage des bornes, c'est un sujet clé. Je veux dire, c'est pas linéaire de ce point de vue-là. Ça va fortement accélérer là. On voit déjà avec le nombre d'acteurs qui rentrent sur le marché, c'est absolument énorme, et tout le monde s'y met, que ce soit les fabricants, mais aussi dans les techs, les softwares, etc. Tout le monde est en train de penser à la meilleure solution, la solution la plus innovante, pour justement que le transport électrique ne soit plus une contrainte, mais vraiment quelque chose d'aussi naturel que le transport historique traditionnel thermique. C'est évident. Bon, voilà, effectivement, les trois grands vecteurs d'investissement pour le fonds. La partie la plus importante, ça reste l'énergie, c'est ça quand même. Oui. Aujourd'hui, si vous voulez, quand je regarde un peu l'historique du fonds, on avait un très fort tilt pour les énergies renouvelables au tout début du fonds, c'est évident, et c'est par le nombre de sociétés qui sont cotées sur ce segment. Et on voit depuis 2 ans émerger des champions donc, qui n'étaient pas cotés ou qui l'étaient déjà, mais sur différents métiers, etc., sur justement l'économie circulaire, les déchets, l'eau, et également sur justement les transports. On a vu énormément de sociétés se coter sur ces 2 dernières années sur les transports électriques. C'est absolument incroyable, avec de tout, mais avec des technologies très innovantes. Parfois pas du tout viable, et parfois économiquement, où on se dit qu'il y a un fort potentiel. Donc vraiment, non, c'est très intéressant. Quelles règles vous fixez justement dans un monde où l'innovation est très forte, où les choses vont très vite, où parfois on s'emballe sur un concept qui ne fera pas ses preuves et qui devient même oublié aussitôt qu'il est apparu. Enfin, quelle ligne directrice vous fixez par rapport justement à ces innovations, encore une fois, très très rapides? On peut atteindre des multiples de valorisation délirants en quelques heures, quelques jours, et puis se retrouver à moins 20, moins 30, moins 40 quelques semaines plus tard. Alors c'est vrai que c'est un segment, c'est une thématique où on voit énormément de sociétés qui ne sont pas profitables, et parfois même des sociétés qui ne proposent pas de produits ni de solutions, qui n'a pas encore commercialisé de solution. On l'a vu avec une société qu'on n'a pas en portefeuille, mais qu'on regarde évidemment, on en a entendu parler, c'est Rivian aux États-Unis.
bien une sûr. valorisation absolument démentielle. Donc le camion électrique, c'est ça, hein. Enfin, C'est des pick-up électriques, SUV, ouais, pick-up électrique, pardon. Et donc avec un contrat, avec une participation capitalistique d'Amazon, et donc du coup qui a fait envoler le titre sur absolument aucune. Et donc sur M Climate Solutions, chez Montpensier, on se focalise sur des sociétés qui au moins proposent un produit, un service au marché. Déjà, ça c'est quand même une base qui est assez importante. On n'est pas une biotech du climat, Ah ouais, c'est évident. Oui, mais ça met déjà un garde-fou quand même important, Oui, et clairement. ça Mais exclut évite déjà pas mal d'accidents. Exactement. Un mot des enjeux, alors je ne sais pas, là, sur le plan politique, réglementaire, parce qu'on sait que c'est une dimension très importante dans la gestion ESG. Le fonds climat, évidemment, un fonds, alors article 9 en plus, Oui. j'imagine, là-dessus, il n'y a pas de doute, Nicolas. Et donc, le gérant doit se plonger en permanence dans la réglementation et anticiper la réglementation à venir demain. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un ou deux points clés là, qui vont être importants à suivre en 2022 du point de vue de c'est vrai qu'on la a, réglementation? avec le fonds M Climate Solutions, on a déjà l'habitude d'avoir un cadre très strict avec le label Greenfin, qui est un label français, mais très focalisé sur l'environnement, qui donne une définition du cadre des éco-activités dans lesquelles on peut investir, etc. Greenfin supporté par le ministère de la Transition écologique, Tout à quand fait. le label ISR, lui, est supporté par le ministère des Finances. Exactement. Et donc, on a déjà l'habitude de ce genre de choses, mais c'est vrai que le marché, il n'y a pas réellement d'uniformisation de la définition des éco-activités, etc. Et c'est là où l'Union européenne a planché sur la taxonomie européenne, qui vient justement lutter contre le greenwashing, vraiment faire en sorte que tous les acteurs parlent le même langage. Et surtout d'orienter les flux d'investissement vers les solutions qui apportent, qui sont dans la transition climatique. Ça, c'est très important. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ils ont déjà planché pas mal d'années dessus, depuis 2018, il me semble. Et à partir du 1er janvier 2022, donc c'est demain, Bien sûr, les entreprises européennes auront l'obligation de communiquer leur part du chiffre d'affaires dans certaines éco-activités qui ont été définies par l'Union européenne. Exactement pareil que les investissements, les OPEX, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Bon, c'est encore un gros travail de fond parce qu'ils veulent vraiment aller dans le détail, etc. C'est très difficile, mais c'est quelque chose d'assez tangible. Il faut prendre ça comme c'est une nouvelle comptabilité qu'on est en train de mettre en place, comme ça. on a créé, et ça a pris du temps de créer la comptabilité financière telle qu'on la connaît aujourd'hui, normée telle qu'on la connaît, et donc c'est un nouveau livre comptable qu'on est en train d'écrire depuis quelques années, et encore l'an prochain avec les enjeux réglementaires toujours importants autour de l'ESG. Merci beaucoup Nicolas d'être venu nous parler de stratégie climat pour l'an prochain à travers le fonds que vous gérez chez Montpensier Finance, M Climate Solutions. Nicolas Kieffer qui était avec nous en plateau, gérant chez Montpensier. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.